Salut les explorateurs, aujourd'hui on se retrouve avec Lingen, donc un entrepreneur à succès. On va le découvrir, on va voir ce qu'il a à nous dire, comment il a réussi à atteindre des sommets dans l'entrepreneuriat et comment il a réussi à être justement où il en est aujourd'hui. Voilà, je te laisse te présenter et nous dire justement où tu en es aujourd'hui et ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Merci pour l'invitation. Moi, j'ai plusieurs activités. Je suis intervenant dans des écoles à Paris sur le blogging, le web marketing. Donc ça, c'est quelque chose que je vais arrêter. Je fais du freelance consulting pour quelques clients sur la partie community management, médias sociaux. Donc ça, c'est ponctuel ou sur des contrats récurrents. Et sinon, ma grande passion, c'est d'accompagner des personnes à se lancer, à créer un business web autour de leur passion, en étant authentique, en étant passionné. Et voilà, aujourd'hui, on va être cash. Si vous voulez parler d'argent, je fais plus de 10 000 euros par mois aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Et voilà, je suis de ma passion. J'ai 33 ans, je suis marié avec Marina et je vis en région parisienne. Top. Ok, bon, c'est génial. un bon résumé rapide, super. Un bon teaser pour cette interview. Voilà. Donc, ce qu'on va déjà essayer de comprendre, c'est comment il est arrivé à ce stade-là et par où il est arrivé avant même de découvrir l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il avait des prérequis? Est-ce qu'il avait des spécificités qui lui ont permis justement de décoller comme ça dans l'entrepreneuriat, de pouvoir atteindre justement des sommets? Voilà, c'est relatif parce qu'il va encore monter, ça j'en suis sûr. Mais le sommet auquel qu'il a atteint maintenant, voilà. Quels sont tes prérequis? Comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat donc jusqu'à maintenant? Je pense que c'est une bonne question parce que j'y réfléchis pas beaucoup. On est dans l'action et on pense pas à ça. Et c'est vrai que c'est un bon moyen d'étudier ceux qui ont réussi. Et moi, ce que je peux te dire, c'est que j'avais une éthique de travail. C'est-à-dire, pas à l'école en tout cas, j'étais très paresseux, mais j'avais une éthique de travail qui consistait à, moi j'ai travaillé dans la restauration à 13 ans, c'était illégal, mais je travaillais dans un restaurant parce que ma mère m'a envoyé à travailler dans des restaurants les dimanches matins au lieu de regarder téléfoot, j'étais dégoûté, tu vois. Je travaillais dans le resto de mon frère. L'année de mon bac, j'ai travaillé au McDo parce que j'aimais travailler, parce que j'aimais gagner de l'argent. Donc voilà, j'ai toujours eu cette éthique de travail de vouloir bien faire les choses. Ça, je pense, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense, qui me différencie beaucoup, c'est que je suis très très curieux. Je me suis jamais vraiment formé à fond dans le marketing. Alors, j'ai un master en économie internationale, mais en fait, sur le marketing même, je me suis jamais beaucoup formé parce que moi, je me formais dans le métro en regardant les pubs. Dans les magasins en regardant pourquoi tel prix coûte tel prix, pourquoi il y a des promotions. Et cette curiosité a fait que j'ai appris beaucoup de choses au quotidien en fait. Tu sais, on se dit souvent il faut apprendre à l'école, voilà, faut faire ci, faut faire ça. Mais si tu as une curiosité qui te permet d'apprendre tous les jours, en cumulé, tu apprends beaucoup plus que quelqu'un d'autre au final. Et je pense autre chose, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de travailler, qui a besoin de faire des choses passionnantes. J'ai besoin de travailler sur des choses que j'aime et du coup, ça me pousse petit à petit à devenir excellent. Par exemple, si tu aimes tous les instruments de musique et que tu joues un peu de tout, au bout d'un moment, tu peux être bon, moyen ou tu vois, chef d'orchestre, ok, c'est bien. Mais tu ne seras jamais un virtuose du piano. Et moi, comme je faisais que ce que j'aimais, en partie par paresse parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas, j'ai pu construire un business aujourd'hui où certes je gagne plus de 10 000 euros par mois, ce qui est bien, mais encore très peu par rapport à ce que je peux faire. Mais je fais, si tu me voyais dans mon quotidien, 80-90% de ce que je fais me passionne. Et du coup, je deviens excellent dans ce que je fais. Donc, plus tu travailles dans quelque chose qui te passionne, imagine dans 10 ans, tu vois, pendant 10 ans, là ça fait 9 ans que je fais ça. Dans 10 ans, je vais continuer à faire ce qui me passionne. Du coup, je vais travailler sans relâche parce que tu n'as pas de paresse quand c'est quelque chose qui te passionne. Quand tu aimes jouer aux jeux vidéo, tu peux jouer des heures et des heures. Dans 10 ans, je peux te dire que je vais être dans le top 1% en France des experts dans l'expertise que j'aurais créée à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est accessible à tout le monde. Au-delà de ma propre histoire, si vous avez une passion, si vous aimez quelque chose, essayez de le tourner en business, en compétences business. Parce que c'est là où vous pouvez exceller, c'est là où vous pouvez être différent des autres. Okay. Donc tu penses que tout est transposable à un business, on peut toujours apprendre en vendant sa compétence?
Parfaitement. Moi, par exemple, j'ai fait un test qui s'appelle le Strengths Finder, ok, les trouveurs de force. C'est un livre avec un test. Et un jour, j'ai fait ce test et dans mes top 5 des forces, il y avait le côté relationnel, le côté sociable. Et moi, je pensais pas que c'était une qualité professionnelle. Pour moi, c'est genre avec mes potes, je les fais rire, on regarde des matchs de foot et puis c'est un truc personnel. On a en tête les compétences personnelles et les compétences professionnelles parce que c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Mais quand tu es entrepreneur, si tu n'utilises pas tes compétences personnelles, tu n'es rien d'autre qu'un robot qui un jour sera remplacé par des robots, justement, des outils. Donc, il faut utiliser ses compétences personnelles, sa personnalité, son authenticité. Et donc, moi, j'ai utilisé cette force qui est que moi, je peux aller parler à un inconnu et taper à discuter avec lui dans un café pendant un quart d'heure, une demi-heure parce que c'est dans ma personnalité. Du coup, comment je l'ai utilisé dans mon business? J'ai créé des événements comme la rencontre solopreneur. Au téléphone avec mes prospects, je suis super à l'aise. Du coup, je gagne leur confiance. Et du coup, je peux vendre beaucoup plus facilement mes produits. Quand je travaille avec des clients en freelance, je gagne leur confiance immédiatement. Je suis hyper cash. Pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a un client, je lui dis écoute, moi mon tarif c'est ça. Sauf que si tu payes ce prix-là, tu n'auras pas un retour sur investissement positif. Parce que voilà, mais mon tarif c'est ça. Donc si tu veux qu'on travaille ensemble, c'est assumé. Tu payes plus cher que ce que vraiment je vaux. Mais parce qu'en fait, moi, je ne peux pas baisser mon prix. Et il y a des clients comme ça où je dis, écoute, voilà, moi, mon but, c'est de travailler 2 ans avec toi, c'est d'apprendre. Je vais même piquer de tes techniques pour les appliquer dans mon business. Est-ce que tu es OK avec ça? Parce que je ne veux pas que tu sois déçu et que tu me dises, ouais, c'est quoi Lingen, tu viens de copier. Non. Et je leur dis cash dès le premier jour. Et qu'est-ce que ça fait à ton avis? Il y a des gens peut-être qui vont se dire ouais, c'est quoi ça, c'est un peu bizarre, mais je peux te dire que 2/3 la plupart des entrepreneurs, des clients intelligents, ils se disent mais Lingen, il est authentique, il me parle comme si j'étais un ami, un frère, un pote, tu vois, il n'essayait pas de me baratiner. J'ai confiance en lui et j'ai envie de travailler avec lui. Okay. Et donc voilà, c'est votre capacité à utiliser vos compétences personnelles. En gros, dites-vous pourquoi vos amis vous aiment. Est-ce que tu es drôle? Est-ce que tu es cultivé? Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es digne de confiance? Utilisez les compétences pour lesquelles on vous apprécie. Donc, c'est une compétence, un trait de qualité objectif. Utilisez dans votre business et vous pouvez que cartonner si vous travaillez, bien sûr, et que vous persévérez. Ok. Ça, c'est super important justement d'utiliser ces compétences annexes, les compétences qui peuvent sembler ne pas être dédiées à votre business, à votre expertise, et justement de les réutiliser derrière, c'est vraiment super important à comprendre et à faire. Bon, un point que je voulais, qui m'a semblé important à relever, c'est qu'effectivement, tu as une certaine authenticité, tu as une certaine sympathie à la caméra, mais est-ce que tu penses qu'on peut développer cette sympathie, cette authenticité au final? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut toujours se forcer un petit peu, mais il y a des choses que tu fais dans ta vie. C'est comme ce que je te disais, ce que tu fais au quotidien facilement va te permettre d'être meilleur que celui qui apprend juste à l'école. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut avoir un minimum confiance en soi. Tu vois, c'est tout le travail de développement personnel. Vous ne pouvez pas être sympa et aimer les gens. Parce que moi, mes clients, tu vois, je les aime et je les sers. Moi, c'est vraiment les mots que j'utilise. Je les aime et je les sers. Tu ne peux pas aimer les gens et les servir et être souriant si tu es malheureux dans ta vie. Alors, je n'ai pas de formule pour être heureux, mais prenez soin de vous. Pour moi, c'est hyper important de prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi. Après, moi, une compétence que j'ai développée et qui est cruciale, c'est les clubs Toastmasters. Je ne sais pas si tu connais, c'est un concept américain. Donc, c'est les Toastmasters en un mot. Et c'était des ateliers tous les deux semaines où on se retrouvait et où on apprenait à parler en public et à être des meilleurs leaders. Et en fait, ça t'apprend à employer les bons mots. Alors certes, il t'apprend des petites techniques à moins bégayer, à moins dire de par exemple, mais surtout, ça t'apprend à être plus bienveillant. Par exemple, si j'ai besoin de te faire une critique parce que voilà, on a fait un partenariat sur un projet et tu n'as pas bien travaillé et que moi, j'ai pas bien travaillé, moi, je vais pas te dire que tu as mal travaillé et toi, il ne faut pas que tu me dises Lingen, tu as mal assuré. Il faut qu'on se trouve des mots d'encouragement, c'est-à-dire tu as fait ça de bien, tu as fait ça de bien, tu as fait ça de bien. Ça, peut-être que pour la prochaine fois, on pourrait faire autrement. Tu vois, plutôt que d'être brut et voilà. Et ça ne fait pas de toi un bon leader. Donc, quand tu apprends à bien employer les mots, à être dans la bienveillance
sur le fond parce que tu les aimes et sur la forme parce que tu trouves les bons mots, bah en fait, tu te rends appréciable. Et quand tu es apprécié dans le business, quand tu es apprécié par tes clients, tes partenaires et que, tu vois, je suis pas forcément dans l'idée de il faut pas se faire des ennemis, mais quand tu es vraiment quelqu'un de bon et tu arrives à bien l'exprimer, bah, tu te fais très peu d'ennemis et tu te fais surtout beaucoup d'amis. Et on le sait tous, pour réussir dans le business, il faut avoir des gens qui nous soutiennent, qui nous supportent, qui nous poussent vers le haut. Et donc voilà, ça pour répondre à ta question, c'est travailler sa confiance personnelle, son amour de soi et à côté, travailler les méthodes, les outils pour bien communiquer avec les gens. Ça, c'est important. Effectivement, je reviens, je fais une petite aparté par rapport au fait de réussir grâce et avec les autres. C'est important de comprendre qu'on peut réussir à court terme en écrasant les autres, mais on ne réussira jamais à long terme en écrasant les autres. C'est vraiment quelque chose que je voulais préciser. Du coup, au niveau de la confiance en soi, est-ce que tu aurais une astuce, quelque chose en particulier à travailler, quelque chose de concret, une pratique qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours? Ouais, alors peut-être avant de rentrer dans le truc pratique, moi j'aimerais dire que tu vois, chacun ses croyances. Moi je suis chrétien, mais chacun ses croyances. Mais même si vous êtes athée, que vous ne croyez pas en Dieu, le fait même d'exister sur Terre, ça montre qu'on est aimé, soit par un Dieu si vous êtes croyant, mais ou sinon par la mère nature, on est aimé quoi. On n'arrive pas comme ça par hasard. Et quand on comprend qu'on est aimé par une force supérieure ou on est aimé par le hasard parce qu'on existe, ça donne des forces déjà. Et c'est ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance en soi et aimer les autres si on ne s'aime pas déjà. Donc déjà, de se sentir aimé. Après, au quotidien, pour gagner confiance en soi, pour moi, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat pour ça. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'aider les gens à résoudre des problèmes. Et donc, quand tous les jours, tu aides tes clients à résoudre des problèmes, tu te sens utile. Et quand tu te sens utile, tu sens que tu as plus de valeur. Donc, aider les gens à travers un business en ligne. Monter en compétence, et encore une fois, je le rejoins à l'entrepreneuriat. Quand tu as un job ou que tu es à l'école, on t'impose quoi apprendre, on t'impose quoi faire. Quand tu es à ton compte, tu peux te former sur ce que tu aimes, sur ce que toi tu estimes utile. Du coup, tu montes en compétence beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai été salarié pendant un moment. Une des choses que j'ai pas aimé, c'est que c'est normal, l'entreprise elle te paye, elle attend de toi des résultats. Elle n'est pas là pour que tu t'épanouisses, tu vois. Alors que quand tu es à ton compte, tu peux vraiment améliorer tes compétences. Et moi, à force de faire certaines choses, je vois que je suis bien meilleur. Par exemple, à la caméra, je suis à l'aise parce que j'ai fait j'ai fait plus de 1000 vidéos. Et le fait de monter en compétence me fait gagner confiance en soi. Je me regarde en vidéo, quelquefois, j'aime pas trop ma coupe, j'aime pas trop le fond, j'aime pas trop ma voix, mais je vois que je progresse. Et donc, c'est de voir le fait que je progresse qui m'aide. Puis, si tu veux un troisième conseil, je pense, c'est de s'entourer de gens bienveillants. Alors, moi, je suis marié aujourd'hui avec une femme superbe que tu connais, hein, Marina. Et du coup, ça me donne confiance en moi parce que je me dis que quelqu'un de top, même inconditionnellement, est là pour me soutenir. Alors, vous allez peut-être me dire, je suis célibataire et il n'y a personne qui m'aime ou qui me le montre. Pour être aimé, faut se rendre disponible auprès de gens qui peuvent t'aimer. Je développe. Jim Rohn, il parle on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Tu connais ça. Tu peux pas être aimé si toute la journée tu es chez toi et que tu joues aux jeux vidéo. Parce que personne ne te connaît. Par contre, si tu es passionné par le tennis, le foot, le chant, le cinéma, les musées et que tu vas à des événements et que tu rencontres des gens qui ont les mêmes passions que toi, tu t'ouvres des portes à être aimé, à recevoir de l'amour. Et recevoir cet amour d'autres personnes te donne confiance en toi. Parce qu'au final, sur Terre, on a envie d'être aimé, on a envie d'être utile, quoi. Et donc, si tu arrives à être aimé et à être utile de manière réelle, pas de manière fausse, ok, tu as une confiance en toi. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais au niveau de ma confiance en moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois, ça va être même bizarre de dire ça, mais c'est vrai, je le dis sans prétention. J'ai une énorme confiance en moi parce que je me sens aimé, parce que je sais que je suis utile. Ok. Dans l'entrepreneuriat, tu as eu des peurs peut-être justement par rapport à ça, des peurs au début quand tu as commencé,
as peut-être eu peur justement de la caméra ou justement d'aller rencontrer des gens pour réseauter, pour te faire pour te faire un réseau par exemple? Tu as eu des peurs particulières? Alors moi, j'avais pas de peur particulière. Par contre, j'avais des pensées limitantes. Tu vois, moi, je suis en fait, je recommande les gens de faire ça, mais quand même attention. Moi, je suis rentré dans le business comme si j'étais dans ma vie privée. C'est-à-dire que si lui, je vois qu'il n'a pas une bonne tête, je vais pas aller lui parler. Si lui, il me paraît un peu louche, je vais pas aller lui parler parce que je veux pas côtoyer des gens malveillants. Sauf qu'il faut avoir l'esprit un peu plus ouvert. Parce que dans le business, voilà, c'est quand même un business. Donc moi, je me suis fermé beaucoup de portes. J'ai travaillé avec peu de gens au début parce que je voulais travailler qu'avec des gens bienveillants. Sauf que mon problème, c'est que je me suis retrouvé qu'avec beaucoup de gens comme moi qui étaient bienveillants mais qui ne gagnaient pas beaucoup et qui n'avaient pas un gros business. Du coup, on avait du mal à s'entraider. Donc moi, j'avais cette pensée limitante qui était un peu « je veux pas me mélanger aux autres, je veux faire attention à mon image ». Et je pense que c'est important de rester ancré dans ses valeurs, dans son éthique, mais il ne faut pas non plus être fermé d'esprit. Et moi, plutôt, ma peur, elle n'était pas au niveau des gens, elle était liée à l'argent plutôt. J'avais peur de gagner trop d'argent et c'est pour ça que aujourd'hui, je le conscientise, mais pendant très longtemps, j'avais peur de gagner de l'argent. Et en fait, je m'auto-sabotais. Pendant 7-8 ans, je gagnais très peu d'argent en fait. Ok. Et comment t'as découvert au final cette peur de gagner trop d'argent justement? Comment tu as détecté ça? C'est une bonne question. En fait, j'ai été confronté à un moment donné. Je travaillais pour des entrepreneurs. Je travaillais pour Ian Darwin, par exemple. Et j'ai vu qu'il était complètement décomplexé par rapport à l'argent. Et là, je me suis dit, le mec, il est cool, il est sympa, il fait du bon boulot et il n'a aucun complexe avec l'argent. Et en fait, plus il gagnait d'argent, plus il aidait des gens. Et c'est ça que j'ai compris. C'est que quand tu as un bon produit, plus tu gagnes d'argent, plus tu aides tes clients. C'est-à-dire que si tu as un bon produit, moi je suis l'auteur du guide du blogueur, j'ai écrit un livre, j'en ai pas parlé dans ma présentation. Plus j'ai de gens qui achètent ce livre, plus j'aide des gens et du coup plus je gagne d'argent. Mais si je cherche pas à vendre ce livre, je vais pas aider des gens. Et quand j'ai compris la connexion qui était que plus je gagne d'argent, plus j'aide des gens à améliorer leur vie, ça m'a beaucoup aidé. Et ça s'est croisé aussi avec un voyage clé. Je suis allé à un événement aux États-Unis, ça s'appelle Free the Dream. Donc c'était en septembre 2018 et en fait j'ai vu là-bas des millionnaires avec des valeurs super sympas qui gagnaient beaucoup d'argent du coup. Et je me suis dit attends, tout ce temps-là où je croyais que gagner de l'argent c'était devenir quelqu'un de mauvais, en fait tout ça s'est effondré parce que les médias, l'école, la fac, moi j'étais dans une fac de gauche, on nous fait croire que les méchants gagnent de l'argent et les pauvres sont gentils, tu sais. Les riches sont méchants, les pauvres sont gentils. Je pense qu'il y a un peu de vérité là-dedans, mais c'est faux quoi. Quand tu es entrepreneur, je veux dire, j'étais pas un mec plus sympa et plus gentil quand j'étais pauvre que maintenant quoi. Ok. Donc, voilà. Ok, super. Du coup, comment en fait au final tu as réussi à développer cette expertise justement qui te fait gagner de la confiance en toi? Imaginons que une personne là qui nous regarde, d'ailleurs il n'y a plus beaucoup de batterie donc j'espère que ça va couper à ce moment-là. Imaginons une personne qui nous regarde qui est passionnée, qui a envie de se rendre expert dans le domaine du jardinage par exemple. Ouais. Par quel biais elle peut apprendre et devenir un expert dans le jardinage? Pour moi, la clé, c'est de créer du contenu sur Internet et le publier et toucher un maximum de gens. C'est-à-dire que si tu as une expertise, une passion, tu partages même avec un compte Instagram, avec un blog, avec une chaîne YouTube et tu vas voir qu'il y a des gens qui vont liker, qui vont regarder, qui vont te faire des compliments, qui vont te contacter en message direct. Et là, toi qui pensais que tes compétences ne valaient rien parce que pour toi c'était évident, tu te rends compte que non en fait. Ce que tu sais là, il y a très peu de gens qui le savent en fait. Et que ça aide les gens. Donc, ça va te créer du contenu. Avoir des feedbacks va te donner envie de créer encore plus de contenu et encore plus de contenu et encore plus de contenu. Et là, tu vas connaître ta vraie valeur, tu vas progresser, tu vas aider les gens et c'est là que tu vas pouvoir aussi vendre des produits et vraiment vivre de ta passion. Ok, super, super. Au niveau de ton organisation pour gérer tout ça, parce que je vois qu'il y a quand même il y a quand même pas mal de choses au final duquel tu t'occupes. Donc comment tu t'organises au quotidien et peut-être aussi d'une manière un peu plus long terme? D'abord
à court terme? Alors aujourd'hui, j'ai un assistant, il s'appelle Mamadou. Il est au Mali, donc c'est un assistant à distance et il m'aide beaucoup sur beaucoup de choses. Donc je peux déléguer certaines choses. Depuis quelques mois, je commence à faire des procédures. Tu vois, avant, je faisais un webinaire. Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse la landing page. Après, faut que je connecte à mon… Donc, c'était du temps et de l'énergie perdue. Aujourd'hui, j'ai une procédure où je sais quoi faire et je passe en mode automatique. Je le fais, je gagne en temps et en sérénité. Après, maintenant, moi, ce qui a vraiment changé durant les 6 derniers mois, c'est que je me fixe des objectifs sur 12 semaines. Il y a un livre qui s'appelle 12 Week Year de Brian Moran. C'est l'idée de se fixer 2-3 gros objectifs pour 3 mois. Parce qu'avant, je partais dans tous les sens et je changeais d'objectif toutes les semaines. Là, je sais mon objectif santé, mon objectif business, bref, voilà, tu vois. C'est intéressant justement comment tu dissèques au final tes différents pôles au final dans ta vie. Comment? Donc, par exemple, comment tu dissèques, comment tu différencies les différents pôles, donc santé, c'est quoi tes différents pôles? Moi, là, si tu veux, mes objectifs, c'est ma santé. C'est évident parce que la santé, ça t'aide dans ta vie familiale, dans ta vie personnelle, ça t'aide à gagner confiance en toi, donc ça t'aide dans ta vie professionnelle, à être plus présentable aussi, tu vois. Après, objectif financier, combien je veux gagner dans les 3 prochains mois, quoi. Si tu n'as pas d'objectif financier, tu navigues à vue et puis à la fin du mois, tu te dis mince, j'ai gagné que 1 000 €, ça me suffit pas en fait. Bah oui, mais si le premier du mois, tu n'avais pas fixé un objectif, tu peux pas l'atteindre. Tu peux pas atteindre un objectif que tu n'as pas fixé. Ou sinon, un peu par chance et dans l'improvisation, tu vois. Mais bon, j'ai fait ça pendant 6-7 ans, ça n'a pas donné grand-chose. Donc voilà, finance, santé. Et après, ça dépend aussi un peu de tes objectifs à moyen terme. Moi, je vais écrire mon 2e livre en 2020. J'avais fixé des objectifs d'écriture de mots. Tu vois, donc j'avais ça et j'avais une affiche où je traque. C'est pas ok, je me fixe mon objectif. Maintenant, on va voir ce qui se passe. On fait le point dans 3 mois. Toutes les semaines, je fais un petit bilan. Du moins, j'essaye. Tous les jours, je note certaines métriques. Et puis, j'ai ça dans ma chambre là et je vois ça tous les jours, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, tu essayes de travailler ça tous les jours. Du coup, tous tes objectifs tous les jours. Ou tu choisis justement de faire un jour santé, peut-être un jour où tu travailles vraiment business, tu vois? Alors, je suis pas encore aussi calé que ça. Okay. Par contre, je commence à, par exemple, me dire jeudi, je fais que des vidéos. Jeudi et vendredi, je fais que des vidéos. Lundi, je fais que des appels clients. Je suis pas encore à ce point-là, mais je sais que c'est ce qu'il faut faire. Par contre, il y a une chose qui a changé un peu, c'est la routine matinale. Tu vois, avant, je commençais, je faisais n'importe quoi. Maintenant, je change, je reste flexible, mais tu vois, voilà, je suis chrétien, du coup, je lis la Bible le matin. Je projette ma journée dans mon agenda. Je fais quoi, à quelle heure, que je respecte pas tout le temps. Tu fais ça le matin? Le matin. Okay. Alors, pour rentrer un peu dans les coulisses, je me force à faire ça avant d'aller aux toilettes. Par exemple, tu sais, le matin, tu te lèves, tu as envie d'aller aux toilettes. Je me dis non. Tant que j'ai pas fait ça, voilà, comme ça, je suis obligé de le faire. Parce que sinon, voilà. Après, je vous cache pas que moi, je joue le matin. Je joue sur mon smartphone. C'est mon petit instant plaisir qui me pousse, tu vois, à être au taquet. Et actuellement, je vais aussi à l'école tous les matins. C'est-à-dire que je prends mon iPad et je suis des formations. Je prends un livre et je lis. Et d'avoir ce genre de routine me permet de progresser. Et en fait, on a toujours le temps de faire ce qui nous tient vraiment à cœur. Il faut juste le conscientiser et se rappeler à quel point c'est important. Du coup, ça a coupé. Bon, c'est pas grave. on continue sous format podcast. C'est les aléas du direct, pas entre guillemets direct. Du coup, je voulais te demander, justement, t'as une expertise maintenant, tu vois. C'est quoi? Parce que on voit bien qu'il y a à foison de personnes qui vendent des compétences marketing. C'est quoi ta valeur ajoutée à toi? Bonne question. Si tu veux, moi, si je prends le point de vue du marché, je vais te répondre 2 choses. La première chose, c'est les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose que je maîtrise à fond. Je vends des prestations. J'ai été community manager. Donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise à fond. Et autre chose, c'est d'aider des passionnés à monter leur formation en ligne. Voilà, si quelqu'un veut créer une formation en ligne qui est un marché qui va atteindre les 300 milliards de dollars dans les années à venir, donc comment
utiliser sa passion, les transformer en contenu en ligne qu'on peut vendre. Ça, c'est vraiment mes 2 trucs où je suis très fort. Un 3e point qui est le personal branding. Comment travailler sa marque personnelle, être authentique, avoir un message qui impacte les gens et qui créer des fans en fait. Ça, c'est, si tu veux, si je prends le point de vue du marché. Maintenant, moi, ce qui me différencie, si tu veux ma définition à moi, ça va être d'aider les gens à gagner confiance en eux, à trouver leur passion et à créer un business rentable à partir de ça, tout en gardant leurs valeurs et en utilisant les techniques marketing. Et dans les années à venir, je commence même à me spécialiser pour travailler plus spécifiquement, pas exclusivement, mais spécifiquement avec les hommes qui sont mariés ou en couple et sous forme de mastermind, par exemple. C'est-à-dire que j'ai remarqué, moi-même faisant partie d'un mastermind. C'est quoi un mastermind? Donc, ouais, bonne question. C'est l'idée que plusieurs personnes se retrouvent ensemble pour s'entraider de manière régulière. Et en fait, je fais partie d'un mastermind où il n'y a que des hommes. Et ce qu'on a compris, c'est que ta vie personnelle, la qualité de ta vie personnelle affecte ta vie professionnelle. Si tu n'es pas bien dans ta vie personnelle, dans ton couple, dans ta santé, tu ne peux pas avoir une vie professionnelle épanouie ou sinon les fondements ne sont pas là. Et moi, je veux aider les hommes sur tous ces aspects-là. J'ai lancé un blog avant qui s'appelait espritvive.com, qui existe toujours, qui était un blog de dev perso. Et aujourd'hui, je me reconnais, je sais que je vais aider les gens dans leur business parce que je pense que créer un business en ligne est l'un des meilleurs moyens d'être épanoui professionnellement. Et je veux les aider dans leur développement personnel. Et en tant qu'homme, je pense que je peux aider beaucoup plus facilement les hommes. Du coup, en partant de choses que j'aime et que j'ai travaillé, de plus en plus, je vais aider les hommes mariés ou en couple à vivre de leur passion et à être épanouis, pas que professionnellement, mais dans leur vie d'ensemble, parce que tout est connecté. Voilà, c'est ça qui va me différencier, je pense, des autres. Ok, bah super, super complet comme réponse. Je m'attendais pas à une réponse aussi complète, bon super. Du coup, j'aimerais rebondir sur c'est quoi qui a fait la différence au final dans ton parcours qui a fait que tu as pu te démarquer justement de la concurrence. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou un événement particulier dans ton parcours qui a fait que d'un seul coup tout a explosé, tu vois? Ouais. Il y a plusieurs choses. Déjà, moi, en 2014, j'ai monté la conférence Solopreneur. J'étais l'un des premiers entrepreneurs web à monter ce type d'événement. Donc ça m'a donné une image du gars qui est à Paris, qui organise des trucs. C'est un vrai entrepreneur. Ça ne veut pas dire que sur le web, c'est des faux entrepreneurs. Au contraire, parce que moi, la grande majorité de ce que je fais est sur le web. Mais en termes de communication, ça m'a permis d'avoir des partenaires qui se sont dit Lingen, c'est un mec sérieux, il loue des salles, il ramène des gens, il prend des risques, il a un vrai business, ça lui coûte de l'argent. D'ailleurs, j'en ai perdu à mes premiers événements. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la parution de mon livre, Le Guide du blogueur chez Erol. Je l'avais auto-publié et quand je l'ai publié, aujourd'hui, j'en ai vendu plus de 1700 et ça m'a donné une légitimité. C'est-à-dire que je suis édité par une grande maison d'édition. Voilà. Donc non seulement ça m'a donné une légitimité auprès de mes clients et de mes partenaires, mais par rapport à moi-même, ça m'a donné confiance parce que ça a concrétisé. C'est comme si j'avais un certificat disant Lingen, c'est un expert, tu vois. C'est ça. Et peut-être troisième chose qui a fait que j'ai réussi, c'est que toutes ces années-là, j'étais focus sur mon authenticité, quitte à perdre des parts de marché, je parle comme une firme multinationale, mais quitte à gagner moins de clients, j'ai toujours été focus sur la satisfaction client, peut-être parfois un peu trop. J'étais focus sur mon authenticité et ma création de relations avec mes clients et mes partenaires, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux demander, du moins les gens qui me connaissent, tu peux demander à toutes les personnes qui me connaissent de près ou de loin, je pense qu'ils n'auront pas une mauvaise image de moi. Qu'ils auront au pire une image neutre et au mieux un peu d'admiration et d'envie dans le bon sens du terme, de la même manière que moi j'ai de l'admiration pour d'autres personnes. Et ça fait que j'ai des gens qui me recommandent, j'ai des gens qui veulent travailler avec moi, j'ai des gens qui me ramènent des clients. Et ça, j'ai mis beaucoup d'années à construire ça, mais vraiment, soyez authentique et montrez aux gens qui vous êtes vraiment.
si vous ne montrez pas vraiment votre personnalité, les gens le voient, sauf si vous êtes un très bon acteur. Et si vous n'êtes pas sincère et authentique, tôt ou tard, on va vous découvrir, quoi. Ouais. Ok. Je pense que la principale frein justement à ça, c'est de ne pas oser être naturel devant la caméra. Donc comment on ose devant la caméra, devant quelque chose qui n'est pas humain au final, comment on ose être soi-même, comment on peut être authentique devant une caméra? Est-ce qu'il y a des petits hacks, des petites choses à faire? Ouais. Moi, je recommande souvent à mes clients débutants de prendre du temps un à un à discuter avec leur communauté. Si tu n'as que 50 abonnés Instagram, peut-être tu peux leur envoyer des messages directs. Si tu n'as que 20 emails, tu leur envoies des emails, tu discutes avec eux. Comme ça, tu te crées une image de « je suis pas en train de parler à une caméra, il y a des gens qui regardent mes vidéos, il y a des gens qui m'écoutent. » Et donc, quand tu fais ces vidéos-là, tu penses aux gens qui vont regarder. Tu penses pas à la caméra. La caméra, si tu veux, c'est qu'un outil. C'est comme un téléphone. Quand tu parles à un ami, au bout d'un moment, tu comprends bien que tu parles pas à un téléphone. Au début, tu te dis ok, je suis en train de parler à un téléphone, c'est ridicule. Mais aujourd'hui, tu as des gens qui marchent dans la rue avec des AirPods, qui ont l'air de parler tout seul et en fait qui parlent avec des gens. Et la caméra, c'est juste un canal, un tunnel pour parler avec des gens. Donc, quand vous créez du contenu, pensez aux gens concrètement avec qui vous êtes déjà rentré en contact et qui vont vraiment regarder ces vidéos et ce contenu. Ouais. Ok, c'est super. Tu parlais de l'importance du réseau et du coup, comment tu concilies justement cette activité qui est assez solitaire au final avec justement la création de réseau? Comment t'équilibres cette dualité au final? C'est une bonne question et pour tout te dire, j'ai remarqué ces dernières années, et ça paraît un peu fou parce que les gens qui me connaissent ont l'impression que je suis quelqu'un de très sociable, tout ça, mais en fait, je pense que je suis assez introverti, c'est-à-dire que j'aime beaucoup être seul, j'aime beaucoup me ressourcer seul. Et il y a des gens qui aiment se ressourcer. Une des définitions que j'ai entendues un jour, c'est que quand tu es extraverti, tu te ressources avec les gens. Quand tu es introverti, tu te ressources quand tu es tout seul, tu lis un livre. Et moi, je suis vraiment dans ce cas-là. Et en fait, je suis quelqu'un d'introverti qui aime bien être seul, mais aussi j'ai vraiment un véritable amour pour les gens. Et j'aime découvrir, par exemple, l'histoire des gens. Moi, j'ai fait pas mal d'interviews, surtout au début, où j'interviewais et j'étais vraiment curieux de connaître leur vie. J'aime connaître les gens. Et donc, moi, l'un des meilleurs moyens pour moi d'avoir créé un réseau, c'était de faire des interviews comme tu es en train de faire. Parce que forcément, tu connais les gens, tu rentres dans l'intimité des gens, tu crées un lien. Et puis, si tu poses des bonnes questions et que la personne et que tu montres vraiment un intérêt pour ton interlocuteur, du coup, la personne, elle t'apprécie, tu vois. Moi, je vois clairement que tu es intéressé par mes réponses. Du coup, ça me donne plus envie de travailler avec toi et de collaborer avec toi. Okay. Voilà. Et ça, est-ce que c'est vraiment transposable dans n'importe quel domaine au final? De quoi? Les interviews? Est-ce que c'est transposable dans n'importe quel domaine? Du coup, les interviews, ouais. Oui, effectivement, pour moi, absolument dans tous les domaines. À partir du moment où tu exerces dans un domaine où il y a des passionnés, ces passionnés veulent partager leur passion. Et toi, si tu leur donnes le micro et l'opportunité pour eux de partager leur passion à d'autres personnes, dans la majorité des cas, les gens ils te disent oui. Tu vois, moi je refuse. Je sais pas si j'ai déjà refusé une interview. Je pense pas, parce que d'une ça flatte un peu ton ego, mais surtout que si je suis passionné, j'ai envie de partager un maximum de gens. Et du coup, oui, dans tous les domaines, s'il y a des passionnés, il y a un moyen de choper des interviews. Ok. Moi, je vais être autant intéressé que mon audience pour cette prochaine question. Est-ce que tu as des conseils justement pour interviewer les gens? Est-ce que tu as des conseils déjà pour les contacter? Et ensuite, dans le cadre de l'interview, est-ce que tu as des conseils particuliers de procédure ou simplement de questions à poser qui peuvent être intéressantes? Je pense que tu serais la meilleure personne pour répondre à ça parce que en fait régulièrement tu me laissais des commentaires par exemple sur YouTube et du coup je me suis habitué à voir ton visage, je suis allé un peu voir sur ta chaîne YouTube les vidéos que tu faisais et le jour où tu m'as demandé une interview ou tu voulais qu'on collabore sur certains projets, moi j'étais enthousiaste et en plus je sais que tu m'avais envoyé un email où tu n'avais pas fait de fautes ou très peu, où je les ai pas remarqués, on voyait ton sérieux, ton soin, ton attention, on voyait que tu
connaissait aussi ce que je faisais. Et du coup, non seulement ça me valorise et ça me flatte dans mon ego, mais je me dis, il est vraiment intéressé, tu vois. Et donc, si vous arrivez à montrer aux gens que vous êtes intéressé, mais que vous êtes intéressé, mais que votre action n'est pas intéressée, là, vous gagnez vraiment les gens. Parce que si tu es intéressé et que tu as une action qui est intéressée et que derrière tu essayes d'obtenir quelque chose, ça se sent aussi. Donc ça marche pas. Donc connaître les gens, interagir sans attendre quoi que ce soit de leur part, les encourager, les remercier, les féliciter quand ils font des choses positives. Parfois devenir client de ces gens-là. Hein. Moi, quand je suis devenu client de certaines personnes, c'était beaucoup plus facile de les interviewer aussi après parce que ça résume tout ce que je viens de dire. Hein. Okay, un client est forcément quoi. Si quelqu'un a acheté, c'est qu'il est vraiment intéressé. D'être pro dans la communication et surtout, je pense, de travailler ton personal branding. C'est-à-dire que si tu me demandes une interview et que je vais sur ton site ou sur ta chaîne YouTube et je vois ni photo, je vois rien du tout, je connais pas du tout qui tu es, tu sais, c'est la base, hein, t'es suspicieux. Dans la rue, il y a un inconnu qui te demande 1 euro, t'es là en mode t'es qui, t'es quoi, est-ce que voilà. Alors qu'un ami qui te demande 1 euro, tu lui donnes les yeux fermés parce que justement tu le connais. Donc, si quelqu'un aujourd'hui Google votre prénom et votre nom, sur quoi il tombe? Parce que sachez que quand vous allez demander une interview à quelqu'un, la personne va vérifier qui vous êtes. Va vérifier votre professionnalisme, votre sérieux. Donc voilà, je pense en faisant ça, après, le reste vient tout seul. Et puis peut-être la petite astuce, c'est quand tu contactes quelqu'un et que tu sais que cette personne connaît l'autre personne, tu lui dis voilà, j'ai interviewé telle personne. 2 points, tu balances la chaîne YouTube. Est-ce que ça t'intéresserait de participer à l'interview? Donc là, tu gagnes, si tu veux, l'autorité d'une autre personne. Et voilà, si tu as interviewé par exemple Rémi Bigot, et si quelqu'un connaît Rémi Bigot et que tu lui dis j'ai déjà interviewé Rémi Bigot, la personne aura beaucoup plus de chances de te dire oui. Une dernière question concernant les interviews. Je me demandais, est-ce que tu as des conférences ou des événements à conseiller justement aux personnes qui peuvent être intéressées par le marketing, par l'entrepreneuriat, par peut-être le développement personnel, parce que je sais que tu as fait peut-être des conférences là-dessus, des événements là-dessus. Donc, est-ce que tu as des choses à nous conseiller? Alors moi, je vous avoue que je suis un peu snob à ce niveau-là. Je sais pas l'image que je donne, mais je participe principalement à des événements en anglais. Je vais aux États-Unis 2-3 fois par an. Là, je vais aller à Londres. Donc, s'il y en a qui comprennent l'anglais, il y a FlynnCon organisé par Pat Flynn. Lewis House organise quelque chose en septembre. Il y a Chris Ducker qui organise Youpreneur Summit en novembre à Londres et j'y serai. Maintenant, en événement en France, il y a Alexandre Ross qui organise des super événements, hein, le Biz Club Live. Maxence Rigotier, je suis pas allé à ces événements, mais il m'a l'air d'être quelqu'un qui a des très bons invités, donc ça doit être top. Le Web Entrepreneur Day auquel tu as assisté, hein, super événement. Johan Angting organise Game Entrepreneur, donc voilà, j'y suis pas allé, mais les invités, les experts présents étaient top. Et puis moi, j'organise la rencontre solopreneur. Peut-être un dernier, c'est le WordCamp. Ça, c'est vraiment pas cher pour le coup parce que c'est associatif. Ça regroupe la communauté WordPress. Donc, si vous êtes développeur, tout ça, c'est parfait. Mais même si vous êtes marketeur, entrepreneur, ça peut vous intéresser parce qu'ils ont des conférences axées business. Donc, WordCamp, Word comme WordPress, Camp comme un camp. Voilà, je pense que c'est pas mal tout ce que je t'ai donné là déjà. Carrément. Ouais, donc si vous voulez retrouver Lingen, comme il disait, solopreneur, sa conférence qui fait 1 fois par an, c'est ça? La rencontre solopreneur, ce sera 2-3 fois par an, ouais. 2-3 fois par an, du coup, sa conférence, sa rencontre solopreneur, donc je vous la conseille si vous voulez rencontrer justement Lingen. Une dernière petite question concernant le travail. Est-ce que, simplement, question très simple, est-ce que tu as l'impression de travailler? Là, ça regroupe la citation de Confucius, hein. Si t'aimes ton travail, t'as plus besoin de travailler un seul jour de ta vie. Moi, j'aime énormément mon travail. Je suis totalement passionné. Franchement, si tu me voyais 80% de ce que je fais dans la journée, c'est du pur kiff, hein. Je fais des vidéos, je fais des podcasts, je discute avec des gens, je fais du coaching avec des clients, je crée des formations, j'écris mon livre.
je discute avec des partenaires, je fais des interviews là comme avec toi, j'interviewe des gens, donc c'est du pur kiff. Maintenant, quand je dis ça, je veux que les gens ils comprennent que je suis pas arrivé là où j'en suis du jour au lendemain. Et moi, en fait, j'ai trop tôt commencé à faire que ce que j'aimais. Donc, si j'avais pu prendre un peu de recul, j'aurais aussi fait des choses que j'aime pas. Souvent, moi, j'accompagne des gens qui me disent j'aime pas les réseaux sociaux, j'aime pas faire YouTube. Voilà, faut se faire un minimum violence. Et puis c'est comme, je sais pas, les épinards ou les brocolis, à force de manger, quelquefois on commence à apprécier. Ou du moins on trouve que finalement c'est pas si dégoûtant que ça. Donc oui, moi je suis complètement passionné par ce que je fais. Maintenant, j'essaie un peu de sortir de ma zone de confort pour aller à l'étape d'après. Parce que autant on est passionné, autant on s'amuse, mais on peut aussi rentrer dans une zone de confort qui peut être dangereuse. Moi, par exemple, j'aime pas être un manager, mais je sais que si je veux me développer, va falloir que je recrute plus tard, peut-être. Tu vois, même en te disant ça, je suis pas à l'aise, mais en tout cas, avoir des prestataires. Là, je suis très content de travailler avec mon assistant exécutif. Plus tard, j'aimerais recruter ma femme. Et il n'y a pas le choix. Si je veux croître, il faut que je fasse ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais qui reste indispensable. Donc oui, j'aime ce que je fais. Oui, il faut être passionné par ce qu'on fait, mais il faut aussi accepter que certaines tâches ne soient pas plaisantes, mais ça reste plaisant dans la globalité de notre travail. Juste pour illustrer, je terminerai sur ça. Je suis pas encore parent, mais c'est comme avoir un enfant, j'imagine. T'aimes pas forcément changer les couches et te réveiller la nuit, mais avoir un enfant est suffisamment passionnant pour que quand tu changes les couches et que tu donnes le biberon à 3 heures du mat, finalement c'est un peu galère, mais c'est pas grave parce que le jeu en vaut la chandelle. Ouais. D'accord. C'est super, merci beaucoup pour toutes ces infos. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour les 5 prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Top, merci pour cette question. Plein de bienveillance. Moi, ce que tu peux me souhaiter, c'est d'avoir un business rentable où je continue à aider un maximum de gens en gardant mon éthique et mes valeurs, tout en passant beaucoup de temps avec ma famille. Pour moi, c'est hyper important. Ne pas travailler le soir et le week-end, pouvoir partir en vacances et ne pas travailler. Pour moi, c'est important, pas seulement par l'angle équilibre vie familiale. Tu sais, souvent on attaque cette question par oui, il faut avoir un équilibre vie familiale, etc. Mais non seulement c'est vrai, mais si tu arrives à avoir un équilibre familial, si tu as des temps de repos, si tu te ressources auprès de ta famille ou tes amis, tu vois, si tu n'as pas de famille encore, ça te donne des forces, de l'énergie, de l'endurance pour être à fond quand tu travailles. Donc, j'ai pas de leçon à donner parce que moi, j'ai démarré mon business en travaillant 50, 60, 70 heures par semaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais travaillé moins en étant plus focus et en profitant plus peut-être de ma famille et de mes amis pour être plus focus pendant que je travaille, parce que quand je travaillais 70 heures par semaine, tu peux imaginer que j'étais pas hyper productif durant 70 heures. C'était impossible. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à impacter les gens, à garder mes principes, à aimer servir les gens tout en servant et en aimant ma famille. Ouais. Ok, super. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette première interview. Pour aller plus loin, je vous conseille fortement mon guide 7 étapes pour exploser les limites de votre mental, que vous allez retrouver juste en dessous de la description, enfin juste en dessous, tout en haut de la description. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action. Ciao!